Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Parlons de livres, je vous rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres, parler de leurs récits avec nous afin de vous les faire découvrir et surtout vous inviter à les lire. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de Madame Nyang Tabara. Nous allons donc parler de son livre « Calèche d'une demoiselle ». Bonjour, Madame Tabara Nyang. Bonjour, Judith. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui, ravis vraiment de vous recevoir sur Parlons de livres. Nous avons vu ce livre et nous l'avons découvert comme par hasard. Et il nous a tellement plu. Il nous a tellement plu. Et en faisant la recherche, je vous félicite déjà parce que je crois que vous avez eu le prix national récemment, le prix national Cénacle du livre Sénégal. Félicitations à vous. Merci, merci. On comprend pourquoi. On a vraiment compris pourquoi. Si vous le dites, hein? Oui. Alors, Madame Nyang, c'est un petit peu la tradition de l'émission. Je vais vous demander de vous présenter brièvement, dire aux auditeurs qui est Madame Tabara Nyang avant qu'on ne parle de votre perspective. Oui. Merci. C'est vraiment un plaisir de participer à votre émission. Je vois déjà que vous avez apprécié le livre, ce qui me charme déjà. Comme présentation, je dirais que je suis sénégalaise, je suis une jeune femme sénégalaise, cadre d'administration à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis mariée, mère de 3 enfants, dont un bébé de 3 mois. Sinon, autre chose, j'ai une double formation, donc l'une en langue étrangère appliquée au management des affaires et au commerce international, et une autre formation en gestion des ressources humaines. Sinon, par rapport à l'écriture, j'ai l'habitude de dire que j'écris depuis le berceau. Donc, d'autres fois, je dis même que j'ai appris à écrire avant d'apprendre à lire. C'est vrai que c'est trop dire, mais je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Parce qu'effectivement, j'ai toujours écrit, je suis bègue. C'est vrai que je me soigne de plus en plus, mais je suis bègue et je zézé en même temps. Donc, c'était une façon pour moi, dans mon enfance, de me réfugier et de partager mes ressentis donc, avec cet autre Tabara, cet alter ego, donc mon alter ego. Donc, grosso modo, c'est ça. Le roman dont vous parlez, donc Calèche d'une demoiselle, c'est mon premier opus que j'ai sorti il y a à peine 1 an, donc qui a reçu, bien entendu, tout récemment le prix national du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal. Ce qui me séduit, bien vrai qu'on n'écrit pas pour recevoir des prix, mais vraiment, ça a été une belle consécration pour moi, donc comme je l'ai dit, parce que écrire un premier livre, un premier roman et être consacré de la sorte, c'est vraiment très encourageant. Oui. Très encourageant. Et là, vous ajoutez un autre petit détail. Comment être maman d'un bébé de 3 mois et arriver à écrire un opus comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Donner la recette, quoi. Il y a des gens qui doivent vous regarder là et dire comment est-ce possible? Oh, oui. En fait, j'ai l'habitude, même sur la photo de couverture, la photo de la 4e de couverture, j'étais enceinte de 3 mois. La 4e de couverture, la photo qui est derrière, j'étais enceinte de 3 mois. Donc, pour vous dire quelque part, donc, à la publication même de mon livre, j'étais enceinte. Donc, sur toute la partie promotion et autres et tout, j'étais enceinte. J'ai accouché il y a juste 3 mois et tout. Donc, pour histoire de vous dire quelque part qu'on est des femmes fortes. Donc, le personnage principal du roman est une femme forte. Donc, qui est peut-être mon modèle, donc, parce que je ne suis pas aussi forte qu'elle, mais je fais de mon mieux quand même pour être une femme multitâche. Donc, d'être partout, de réussir et ma carrière professionnelle et ma carrière sociale, et même si ce n'est pas évident du tout. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Ce matin, par exemple, j'étais obligée d'amener mon bébé chez ma mère donc pour venir participer à votre émission. Ce n'est pas évident, mais il faut le faire. Il faut le faire. Oui, vraiment chapeau. Je suis une femme aussi, je regarde tout ça. 3 enfants, un bébé, un opus. En plus, c'est le travail que vous avez.
Oui, oui, mais bon, en fait, c'est une question d'adaptation aussi, parce qu'au début, par exemple, il m'était impossible de travailler dans le bruit. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement devenu une règle chez moi, une norme. Donc, il m'arrive d'être dans mon salon et tout. Donc, mes enfants sont là en train de jouer et tout, de regarder le dessin animé, etc. Et moi, je suis là devant mon ordinateur à écrire des romans, à écrire des récits, à écrire des poèmes et tout. Donc, c'est ça. Donc, il faut savoir s'adapter. La vie est une question d'adaptation. Et moi, comme je suis très maternelle, j'aime bien les enfants. Peut-être même j'en ferai une dizaine, qui sait. Mais pour le moment, quand même, c'est bon. Toi, c'est vraiment bon et ils me comblent de bonheur aussi. Vraiment, ils sont vraiment charmants, même s'ils sont trop bruyants à mon goût. Mais, Tous les enfants sont bruyants, ne vous inquiétez pas. Ils oui, sont il bruyants. faut faire avec, je fais avec. Nous l'avons été aussi, donc c'est ça. Comme vous, J'imagine, hein? Oui. c'est ça. Ah là là. Alors, calèche d'une demoiselle. Oui. Madame Tabaragnan, je vais donc vous demander, nous, on s'est régalé. On s'est régalé. Je vais vous demander de dire aux auditeurs brièvement hein, de quoi vous parlez dans Calèche d'une demoiselle. Quelle est une demoiselle? Oui, c'est l'histoire d'une jeune fille, Debo. Debo en pulaar, ça veut dire femme. Donc, cette jeune femme, elle est intelligente, elle est belle, elle est carriériste. Mais il se trouve qu'elle est au cœur d'une campagne de dénigrement parce que juste elle a voulu candidater au poste de directrice générale adjointe de l'agence dans laquelle elle travaille. Et c'est à partir de là qu'elle prend le soin de nous raconter sa vie, donc sa vie qui est faite de lutte et de combat. Une histoire aussi quelque part de peindre un peu la condition féminine au Sénégal, donc dans notre société et plus précisément dans nos entreprises. Grosso modo, c'est cela. Oui. On se rend compte que vraiment, c'est quand même difficile d'être, dans certaines sociétés, c'est difficile d'être une femme. Hein? En lisant le récit, c'est déjà difficile d'être une femme. Mais se retrouver dans un système, hein, donc ce fameux pays du Galles, où c'est pas au mérite, hein, les postes, tout ça, les promotions, c'est pas au mérite, voilà, c'est tout un système derrière, les lobbies, tout ça, on s'est dit, fou, un système, parce que c'est vrai qu'en lisant le livre, on voit tout, un État vraiment qui abuse de ses pouvoirs, qui a des dérives abusives, on licencie le personnel, on nomme qui on veut, voilà. Il y a plein de réflexions, mais on va se focaliser sur la réflexion sur la femme. Sur la femme, pourquoi? Parce qu'en lisant le livre, la plupart des thèmes quand même concernent la femme. Hein? Les thèmes sont divers. On va essayer d'en parler certains. C'est vrai que 60 minutes passent vite. On a déjà, la femme se retrouve, par exemple, dans un mariage polygamique. Hein? Elle doit faire avec. Elle doit supporter les coépouses. En plus de cela, on lui impose déjà d'être vierge hein, quand elle se marie, parce qu'il y a cette preuve qu'il faut apporter quand on consomme, voilà, la nuit des noces. Il y a l'excision. Il y a quelque chose que j'ai découvert, grâce à vous, je n'en ai jamais entendu parler, mais on va en parler, l'infibulation. On va en parler. Le lévira, je l'ai découvert par un autre auteur, voilà, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc on en parle, mais voilà, tout ça, vous voyez, c'est que la femme se retrouve avec cette épée Damoclès sur elle. Elle doit vraiment faire face à plein de choses. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans ce pays du Galles? On va commencer par quoi? On va commencer par le mariage. La polygamie, c'est légal? C'est légal, en fait. Donc, la femme n'a pas son mot à dire. Mais pour les personnes qui ne vivent pas dans cette société, se demandent, j'entends, moi je discute avec des amis qui ne sont pas africains, hein, qui ne sont pas africaines, qui disent, mais bon, même si c'est légiféré, même si c'est obligatoire, enfin,
admis. Hein, légalisé. Mais la femme, elle a le droit de dire non. Elle a le choix de dire non. Je vous laisse répondre à ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui disent que la femme a le choix de dire non à la polygamie? Bien sûr, bien sûr. Mais il faut d'abord préciser une chose. Donc, c'est vrai que dans le livre, je traite de la polygamie, mais de la polygamie surtout sous notion. Parce que j'ai l'habitude de le dire, hein, donc il y a la polygamie et les polygamies. Donc, il y a une autre forme. Il y a une polygamie qui est celle-là, qui est peut-être autorisée par le divin et tout, mais qui est bien encadrée, qui suit un certain nombre de principes. Des principes qui peuvent peut-être être respectés que par les saints, disons, et peut-être par les surhommes. Mais la polygamie telle que pratiquée sous nos cieux, au Sénégal plus précisément, elle est ce qu'elle est. Donc, c'est une polygamie qui chosifie la femme. Donc, l'homme, quelque part, se prend pour un égocentrique qui a besoin peut-être que des femmes soient là à jouer à la Ligue des Championnes pour lui. Donc, qui veut peut-être avoir d'autres expériences sexuelles dans la légalité la plus absolue. Et c'est-à-dire qu'il y a tellement de raisons donc, qui sont avancées pour justifier la polygamie au Sénégal, mais des raisons qui ne sont pas toujours les bonnes. Ce qui fait que quelque part, la femme, elle se retrouve dans ce carcan. Elle essaie de faire bonne figure, mais elle est souvent malheureuse, malgré les apparences et tout. Donc, malgré ce qu'on a dit, malgré ce qu'en disent les religieux, malgré ce qu'en disent peut-être les pro-polygamie. Mais oui, la femme a le droit de dire non à la polygamie, mais il faut aussi savoir que à un moment donné, le mariage, ce n'est plus entre deux personnes. Le mariage, c'est entre, oui, c'est ça. Et au-delà de des deux conjoints, il y a aussi les enfants à prendre en considération. Et généralement, les femmes disent non, mais quand elles regardent autour d'elles, elles se rendent compte qu'elles ont davantage intérêt à rester dans ce ménage, quitte à être malheureuses à vie, que d'en sortir. Parce qu'effectivement, les enfants sont généralement ceux-là qui payent le plus lourd du tribut. Parce que un divorce, généralement, il ne profite pas aux enfants. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que la femme peut se remarier, l'homme peut se remarier et tout, mais généralement, ce sont les enfants qui subissent quelque part les affres de la polygamie. Et ces femmes, même si elles ont le droit de dire non donc, au choix de leurs hommes, mais elles sont obligées d'être là, de rester dans ces ménages. Et, oui, donc, et quelque part même, il y a quelques mois de cela, je discutais avec un grand érudit, donc à propos de la polygamie, il me dit, je lui dis carrément qu'il faudra peut-être demander aux femmes, où on a mis dans le Coran que si on est contre la polygamie, on sort carrément de la religion. Ce n'est que nulle part. Nulle part. On a le droit de dire non. On a le droit de divorcer à cause de la polygamie. Donc, on est toujours des musulmans si on fait ce choix. Il faut que les uns et les autres le sachent, mais il faut aussi savoir qu'il y a des paramètres à prendre en considération. Donc, même lorsqu'on dit non, parce que c'est un non qui a ses conséquences et des conséquences qui sont assez néfastes, surtout pour les enfants. Et je comprends aussi les femmes qui font le choix de rester dans un ménage, qui sont malheureuses et tout, donc juste pour les enfants. Donc, oui. Je discute avec des femmes de mon entourage et tout, donc j'ai eu à rencontrer des femmes juste après même la sortie de ce roman, parce qu'ils sont venus vers moi pour me parler de leur vécu. Et effectivement, elles se voient à travers le roman, mais elles me confient qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles ont la possibilité de dire non, de sortir de ces ménages et tout, donc de refuter la polygamie, mais elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de rester parce qu'elles ont des enfants et elles ne voudraient pas que ces enfants aussi subissent certaines affres juste à cause de leur choix. Exact, exact. Comme vous dites, c'est vrai que les cas sont différents. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, il y en a qui le vivent mal. Alors, on revient à notre personnage de livre, Yai Boy.
Yai Boy, quelle dame, mais elle est adorable. Elle est une dame brave. On ne peut que l'aimer, Yai Boy. Dans le cas de Yai Boy, en fait, elle choisit elle. Hein? C'est plutôt elle qui encourage le mari à prendre quelqu'un d'autre. Mais là, on tombe sur ce sujet qui est l'excision. L'excision, ma question, Tabara, c'est actuellement, je parle de nos jours, au moment où l'on parle, quelle est la loi par rapport à l'excision, par exemple, au Sénégal? C'est toujours permis ou je sais qu'il y a plein d'associations qui se liguent contre cette pratique. Donc, quelle est actuellement, voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement au Sénégal par rapport à la pratique de l'excision? Non, l'excision, elle est prohibée, hein, elle est prohibée, elle est totalement interdite il y a quelques années, depuis quelques années. Hein, donc, il y a même eu des cas où des femmes ont été prises pratiquement à la main dans le sac, hein, parce que donc, elles ont voulu perpétuer cette tradition qui est assez hideuse. Donc, ces femmes ont été emprisonnées et tout, donc, etc., etc. Pour vous dire quelque part que la loi sénégalaise est assez rigide donc, par rapport à ce fait. Mais par rapport à Yagoy, ce n'est pas, vous l'aviez dit tout à l'heure, donc il ne s'agit pas d'excision en tant que telle, il s'agit d'infibulation. Donc, comme je l'ai mentionné dans le roman, donc l'excision peut-être, c'est une violence faite aux femmes, mais l'infibulation, c'est un crime contre l'humanité. Donc, parce que quand on... Oui. Expliquez-nous un peu, voilà, quelle est la différence? La différence, c'est ça. Oui, c'est ça. L'excision, je ne sais pas, il suffit juste peut-être de faire une petite recherche, même sur Google, hein, vous verrez les images entre un sexe excisé et un sexe infibulé. Donc, pour l'excision, il s'agit juste comment dire, d'enlever le clitoris, donc de faire une ablation du clitoris, alors que pour l'infibulation, il s'agit d'aller à des profondeurs insoupçonnées. C'est-à-dire qu'on enlève tout, on rase tout, on met, il n'y a absolument rien. J'ai même, par ironie, je dis dans le roman que pourrait même se demander si ces apprentis n'ont pas fait d'Ève un cahier de brouillon, parce qu'effectivement, du sexe d'Ève, un cahier de brouillon, parce qu'effectivement, c'est un cahier de brouillon, donc le sexe de la femme, une fois infibulé, parce qu'on rase tout, donc c'est pratiquement une opération chirurgicale, donc où la femme se permet, donc la chirurgienne, entre guillemets, donc se permet de coudre même le sexe et tout, peut-être en y mettant un petit trou juste pour permettre au sang des règles et tout, donc aux sécrétions vaginales, donc à l'urine de passer. Juste ça. Donc, vous faites juste une recherche sur Google et vous verrez les images. C'est vraiment scandaleux. Et jusqu'à présent, malheureusement, c'est vrai que la loi, elle est ce qu'elle est, hein, donc, mais on ne peut pas mettre des forces de l'ordre derrière chaque citoyen. Raison pour laquelle des femmes se permettent jusqu'à présent donc, de faire ces pratiques d'exciser leurs enfants, donc, et certaines fois de les infibuler. Et l'infibulation, elle est pratiquée donc, par des ethnies qui ont été, je ne sais pas, plus ou moins pointées du doigt, mais bon, c'est assez sensible. Ce sont des sujets dont on ne parle pas, malheureusement, ou dont on parle peu. Et je voulais profiter de mon roman vraiment donc, pour mettre le doigt là où ça faisait mal. Oui, vous avez bien fait parce qu'il faut en parler, il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que vous en parlez, quand on parle, on a l'impression que ça se fait à l'hôpital, dans un endroit, vous voyez, quand vous dites ces apprentis chirurgiennes là qui décident de Yai Boy. C'est bien ça. Yai Boy. Donc, alors, pour parler de la polygamie, on était au point où effectivement elle-même a préféré, elle aimait son mari, c'est vrai. Mais alors, je vais lire un petit passage. On va le partager avec les auditeurs. C'est juste une conséquence de l'infibulation qu'elle a subie. Hein. C'est ça. On ne va plus parler d'infibulation parce que vraiment, c'est hard. Bon. Donc, Yai Boy, elle rencontre, ce n'est pas un mariage forcé. Elle a aimé son mari, ils se sont rencontrés, tout ça.
Et puis voilà, ils ont eu 3 magnifiques enfants, dont Debo. Ça. Debo. Mais on comprend en lisant ce passage, on comprend en fait pourquoi elle voulait que son mari prenne une autre femme. C'est ça, c'est ça. Alors, le jour du mariage, déjà, je vais prendre la petite phrase en haut. Je n'avais pas prévu, mais je vais la prendre. Parce que la phrase commence ici. Ah. Il faut que la belle épouse mette la cerise sur le gâteau en offrant ce bout de viande à son homme, à sa mère, à sa belle famille, à ses tantes paternelles, à sa lignée et à la société, comme la preuve de son honorabilité, un certificat de bonne vie et mœurs, l'hymen. Comme c'est dit, hein, déjà votre style, comme c'est dit, je ne m'y attendais pas. C'est quand j'ai vu l'hymen, je suis restée, mais au petit matin de la nuit de noces, le jeune marié vint remettre le pagne, reine d'épreuve, que vous mettez en guillemets, à la tante paternelle de sa douce épouse. La dame s'est endormie là, sur une banquette de fortune, lasse d'avoir fait toute une nuit durant le pied de grue devant la chambre nuptiale. Son devoir accompli, Alhaji Biram alla retrouver sa dulcinée, Adja Fatou, dans le lit conjugal. Il l'embrassa sur le front avec volupté et lui promis amour et fidélité jusqu'à la fin des temps. Et où, vraiment, comme j'ai dit, vos styles, on est surpris parce que vous terminez le paragraphe en disant « Ensemble, ils pleurèrent de dégoût ». C'est magnifiquement écrit. Donc, aux auditeurs de voir, de le lire et savoir, le paragraphe est tellement bien fait. C'est à la fin que j'ai compris, en fait. Parce que je me suis interrogée la nuit des noces, c'est bien dit. Et vous terminez cette petite phrase, ensemble, ils pleurèrent de dégoût. Alors, je me suis interrogée pendant toute la lecture. Comment ça se fait? Comment? Et c'est à la fin que je comprends. C'est vraiment, c'est dur. C'est dur. C'est dur, mais c'est ça. Tout à l'heure, vous parliez de la polygamie qui a été plus ou moins acceptée par Adja Fatou. Effectivement, tout se justifie hein, à travers le passage que vous avez lu. Donc, elle a été infibulée. Donc, elle n'a pas, sa nuit de noces a été une horreur, au vrai sens du terme, un film d'horreur. Raison pour laquelle les deux ont pleuré de dégoût. C'est ça. Pleuré de dégoût parce que quelques heures avant cette défloraison, donc, elle a été rouverte. Parce que l'infibulation, c'est ça, on n'en parle pas, mais c'est ça. Donc, les apprentis chirurgiennes et tout, donc elles font tout pour coudre le sexe de la femme. Mais cette femme-là, une fois qu'elle se marie, donc pour son premier rapport sexuel, il faut l'ouvrir. C'est logique. Je suis donc, l'homme. c'est ça, il faut l'ouvrir. C'est pas évident. En fait, c'est juste pour préserver la dignité de la femme à travers sa virginité. Donc, il faut l'ouvrir avec la même lame, peut-être qui a servi donc, à la coudre, donc, etc., etc. Donc, cette nuit de noces a été une horreur pour elle. Et à partir de là, quand même, sa vie sexuelle n'a pas été des plus roses. Donc, elle a eu 3 enfants, oui, mais ces 3 enfants, elle les a eus de manière très douloureuse parce qu'on comprend, parce qu'une fois qu'on a été ouverte, je ne sais pas, cousue, c'est très normal que notre accouchement donc, puisse être assez douloureux, assez pénible. Donc, c'est pour ça que, quelque part, elle a poussé son homme donc, à trouver... oui. C'est même par amour, finalement, on se rend compte. C'est par amour qu'elle veut que son homme prenne une deuxième femme. C'est un acte d'amour donc qu'elle a posé, mais j'ai aussi quelque part remis en cause cet acte d'amour en disant est-ce que le contraire aurait été? Est-ce qu'elle l'a dit, son mari, donc si le problème venait de lui, allait accepter peut-être de la libérer pour qu'elle aille faire sa vie avec un autre homme? Pour vous dire que quelque part dans nos sociétés, c'est à la femme de subir, c'est à la femme de faire plaisir à l'homme, c'est à la femme. Mais le contraire est rarement le cas. Donc, oui, elle a poussé son homme dans les bras d'une autre femme, mais quelque part aussi,
c'est par pure naïveté. Donc, c'est un acte d'amour, oui, mais un acte d'amour très naïf parce qu'elle n'était pas confrontée, elle n'avait pas idée de la règle de la polygamie. Et quelque part, même quand elle parle du silence des 2 jours, parce que quand son mari est de tour chez la deuxième, donc il y a un silence qui est pesant. Donc, il y a un silence qui est pesant, elle est là, elle a vécu avec son homme pendant 15 ans et du jour au lendemain, elle se retrouve seule. Parce que quand son homme n'est pas là, et dans les bras d'une autre femme et tout, elle souffre. Mais elle ne le montre pas parce que c'est ça. Hein? Donc, une femme, même quand elle souffre, elle doit faire cela, elle doit montrer un visage d'ange et tout, donc montrer qu'elle est heureuse. Et même au Sénégal, de plus en plus, vous voyez des femmes donc, qui se font de la concurrence à travers le net en se surnommant donc Madame Bonheur. Chacune d'elles pense qu'elle, c'est pas moi, elle est Madame Bonheur. Madame Bonheur, c'est maintenant entré dans nos mains parce qu'il faut laisser paraître une image de rêve quoi, à la société, etc., etc. Alors qu'au fond de nous, on souffre. Et c'est peut-être ce paradoxe que j'ai voulu soulever. Donc, en peignant un peu l'acte d'amour d'Adia Fatou, mais plus tard, donc en le remettant en cause à travers la règle de la polygamie qui est tout autre. Et justement, cette place que la femme continue d'avoir au sein de ce genre de société où on la met toujours au second plan, on décide pour elle, et ça vous le dites, surtout à tous les échelles de la société. Voilà, on décide pour la femme, elle est chosifiée, même dans la religion. Même dans la religion qui est censée, tous les êtres sont égaux, tout ça, bon, la femme passe toujours, voilà, au dernier moment. Vraiment, écoutez, Madame Nyang, votre livre est tellement, je comment le lire. Votre style, et puis vous voyez l'imparfait du subjonctif. C'est, voilà. Vous voyez, les gens ont de plus en plus de mal à utiliser ça en écrivant et tout, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est beau. Parce que c'est beau que je l'ai utilisé. Il y a quelques idées dernièrement que, en fait, c'est peut-être une erreur de débutant, parce que généralement, ceux-là qui débutent dans l'écriture ont tendance à vouloir émerveiller les gens. Moi, ce n'est pas été mon cas. En fait, je voulais juste, oui, c'est ça, je voulais juste montrer aux uns et aux autres qu'il y a un temps qui est très charmant, qui existe dans le français. Et qu'il faut employer de temps en temps. C'est vrai que je n'ai pas employé l'imparfait du subjonctif sur les 250 et quelques pages, mais quand même, il fallait rendre hommage à ce temps qui est agonisant, parce qu'on l'utilise et qui est très séduisant, très, très rythmique. C'est-à-dire que même moi, donc, en écrivant ce passage où je l'ai utilisé et tout, il m'a fallu revoir mes règles de conjugaison, parce que c'est vraiment époustouflant, c'est très rythmique d'entendre, par exemple, abdicace. Donc, abdicace, etc., etc. En fait, ce sont des tournures qui vraiment plaisent à l'oreille. Vraiment, c'est plaisant. Oui. Oui, vraiment, oui. Pour moi, vous êtes la Molière tropicale. Hein. Vraiment. Oh, arrêtez. Vous êtes très modeste. Non. Vous êtes très modeste. Il faut vraiment lire le récit, tout le reste. Ce n'est pas que ce subjonctif, mais il faut lire le récit pour comprendre. Il faut vraiment lire le style narratif. Oh là là, oh là là. En fait, oui, on me le dit souvent, mais en fait, moi, peut-être, c'est ce qui fait mon charme. Moi, j'essaie d'être vraie, de ne pas me mentir, de ne pas faire comme les autres, hein, donc de ne pas suivre la ligne de masse. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup lu, peut-être consciemment, inconsciemment, en écrivant, donc je peux être influencée peut-être de tel auteur, mais j'essaie, at the end of the day, donc d'être moi-même. Et tout, donc d'écrire comme je le sens, Et apparemment, ça a plu parce que c'est un style qui est très déroutant, apparemment. Donc, il y en a qui disent que c'est un peu argotique des fois, donc d'autres fois, c'est assez sulfureux parce que je suis très crue.
je suis cru, je ne tourne pas autour des mots. Donc, c'est ça, mais c'est un style qui a charmé beaucoup de personnes. C'est ça, c'est votre style à vous et c'est ce qui est intéressant d'avoir chacun son style particulier. Vous savez, nous lecteurs, on a tellement de livres à lire, mais que c'est tellement… Quand on tombe sur quelque chose de différent, c'est ce qu'on attend. Mais vous imaginez si tous les livres sont les mêmes, à chaque fois qu'on ouvre un livre, on retrouve le même livre, le lecteur à la fin, bon, vous voyez, mais c'est magnifique. Vraiment, vous faites la joie des lecteurs, voilà. Comme je dis, chaque auteur a son style. De la même façon, chaque auteur a son lectorat. Il n'y a même pas de concurrence à se faire parce que à chaque livre répond un lecteur. C'est ça, c'est ça. J'en lis toute cette myriade de collections, mais c'est un régal quand je tombe sur quelque chose de différent. Et ce récit est tout. Il est déjà bien écrit, percutant. Il est émouvant. Il y a beaucoup d'humour, même si l'humour est parfois sarcastique. Oui, c'est ça. Dites-le haut et fort, hein? Beaucoup d'humour. Oui. Mais c'est super. De façon, vous avez fait exprès de faire cet humour sarcastique qui répond justement au sujet que vous évoquez dans le livre. Vraiment, pour un premier roman, mesdames et messieurs, Tabara Niang, Calèche d'une demoiselle, on retrouve l'ironie, la dérision aussi. Ça, on retrouve beaucoup dans le récit, mais c'est super. C'est vraiment super bien fait. Alors, quand on lit le titre « Calèche d'une demoiselle », Madame Niang, je suis tentée de vous demander pourquoi Calèche d'une demoiselle dans le titre. Oui, merci Judith. Donc, Calèche, c'est vraiment une façon pour moi de rendre hommage à ma ville, à ma ville de cœur, à ma ville natale, parce que je suis née à Dakar. Mais j'ai grandi à Saint-Louis, au nord du Sénégal, donc auprès de ma grand-mère. Une ville assez pittoresque, donc où les populations ont l'habitude de prendre des calèches pour vaquer à leurs occupations. Donc, et quand il s'agit pour moi de choisir un titre pour le roman, j'ai tout de suite pensé à ces tableaux de calèche. Ma grand-mère qui revenait du marché sur sa calèche, une grand-mère Peul, donc à qui je rends hommage aussi à travers mon livre, et aussi à toutes ces calèches qui sillonnent la ville du matin au soir et qui sont très belles, hein, donc qui sont très belles. Et c'était une façon pour moi quelque part de vraiment faire un clin d'œil à cette ville où j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie, parce que j'y ai passé mon enfance. Oh, wow, super. Mais aussi, c'est une métaphore, hein? C'est une métaphore quelque part, parce que quand on parle de calèche, on pense automatiquement au voyage. Et le livre est un voyage, hein? est un voyage dans la vie de Debo, parce que c'est Debo qui raconte sa vie, qui nous narre son histoire, donc son passé, son présent et un peu son futur. Donc, quelque part, c'est un voyage donc, à travers la vie de Debo. Et Calèche aussi, c'est quelque part aussi un voyage. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Calèche d'une demoiselle, parce que Debo, qui est sur sa calèche, elle invite le lecteur donc, sur sa calèche, donc, pour qu'ensemble, donc, il fasse ce voyage sur sa vie. Ouais. Magnifique, magnifique. D'ailleurs, effectivement, après l'explication, on retrouve un petit peu dans le récit, c'est ça. Elle a tellement voyagé avec sa famille, hein. Voilà, les calèches, voilà, on va là. Et effectivement, c'est vraiment très métaphorique et ça donne vraiment l'esprit du livre, l'esprit du récit. C'est ça. Vraiment ça. Voilà, mesdames et messieurs, vraiment un super récit. Un super récit, comme je dis, il y a plein d'émotions, les descriptions que vous, l'expression française utilisée. Oh. Et les expressions Wolof aussi, j'en ai utilisé à foison. Hein. Oui. Exactement. Oui, on apprend le Wolof là-dedans aussi. Hein. C'est sûr. Bon, on est très chauvin, hein, les Sénégalais. Mais c'est bien.
C'est bien. C'est ça. Donc, et puis, il y a des expressions idiomatiques, hein, comme on dit, des expressions qui ne peuvent pas être traduites donc, dans d'autres langues. Donc, il suffit juste de mettre l'expression en Wolof et de faire la traduction en bas en français. C'est comme le cas avec le titre du premier chapitre, Khartouf. En français, on parle d'expectoration, mais en Wolof, c'était beaucoup plus rythmique. Donc, j'ai voulu traduire ça en français, je n'ai pas pu, donc j'ai mis l'expression en Wolof et j'ai fait la traduction en bas. Donc, c'est ça. Une façon pour moi de vous faire apprendre le Wolof quelque part. Bien sûr, parce que vous mettez vos touches et c'est ce qui est vraiment, très, très, très intéressant là-dedans. On ne peut pas traduire effectivement, hein. Donc, c'est à nous, c'est le lecteur qui se met au Wolof. Et ce qui est bon, c'est qu'on voit toujours le contexte et on finit par comprendre le sens aussi. C'est ça, bien sûr. Voilà. Donc, vraiment, merci. C'est un délice de vous lire. Vraiment un délice. On passe un moment mais fabuleux. Vous voyez, la façon dont vous décrivez tous les petits scénarios que vous nous contez là-dedans, c'est tellement bien fait comme vous les décrivez. C'est, comme je dis, les détails, c'est vraiment insolite, quoi. Il faut mesdames et messieurs. Et c'est ton premier livre, hein? Il faut peut-être prier pour que le deuxième, parce que peut-être il y en aura une dizaine, une centaine, qui sait. Ah oui, bien sûr. Bien qu'à voir le style d'ici, je sais qu'il y en aura. Les autres arrivent, bien qu'à voir. C'est ça. On sent un petit peu votre culture livresque. On sent que vous lisez beaucoup parce que c'est un peu ça. Comme je dis, l'imparfait du subjonctif, moi, j'aime beaucoup. J'ai tellement lu des livres à l'époque. Les auteurs le font de moins en moins. C'est dommage que maintenant, on ne les utilise plus. C'est ce que j'ai dit à un ami. Il me dit, non, mais pour toi, c'est compliqué. Je lui dis, arrêtez. L'Académie française n'a pas encore supprimé ce temps. Donc, ce n'est pas à moi de le supprimer. Pas pour alourdir, hein, mais pour enrichir. Enrichir et aussi inviter les uns et les autres à se l'approprier. Parce que c'est un temps qui est beau. Et qui sonne bien à l'oreille et tout. Donc, qui fait aussi par le charme de la langue française. Et aussi, bon, c'est vrai que vous parlez du style, mais c'est ça. Donc, je pense qu'il est bien d'être soi, de temps en temps et tout. Donc, et vraiment de ne pas faire comme les autres et tout, d'être soi, d'être vrai, d'être cru, même s'il le faut. De ne pas essayer de maquiller les mots, de les charmer, non. Donc, il faut être soi, essayer de... Voilà, c'est ça. Ben, écoutez, un grand merci à vous, Madame Tabaranian. Vraiment, merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter avec grand intérêt Madame Tabaranian qui nous parle donc de son livre « Calèche d'une demoiselle ». Vraiment, c'est un livre, mais vraiment, il faut le lire. On retrouve son authenticité dans ce livre. C'est vrai, elle a un style qui lui est particulier. Moi, j'aime bien ces tournures vraiment qui nous font penser surtout aux écrivains de l'époque qui utilisaient. Le français a tellement de temps. Le subjonctif imparfait, on ne le retrouve même plus, alors que c'est tellement bien. C'est bien, ça sonne bien, tout ça. Elle a son style, elle nous apprend le Wolof aussi. Parce qu'il y a des expressions en Wolof, comme elle dit, qu'on ne peut pas traduire en français, mais vraiment, elle y met son authenticité et c'est ce qui rend ce livre particulier. Ça rend ce livre particulier. Et elle a une manière vraiment de nous transmettre ce récit, une manière de donner ses expressions. Quand elle fait des descriptions, non seulement le sujet est très intéressant, parce qu'elle nous parle de ce pays du Galles, elle parle des dérives étatiques abusives. On licencie les policiers comme ça, qui se retrouvent. On ruine les vies des pères et des pères de famille, voilà, sans état d'âme. Mais on s'est surtout focalisé sur le problème de la femme parce que vraiment dans des sociétés, par exemple, elle parle de ce pays du Galles où la femme vraiment porte un lourd fardeau. On ne sait pas combien d'efforts la femme doit faire pour s'affirmer, pour essayer de se défendre, pour trouver sa place au point de la société. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle on parle de tout. En tout cas, lisez ce livre, lisez-le, vous ne serez pas déçus. C'est un récit époustouflant.
Voilà, mesdames et messieurs, quand vous utilisez un livre, allez sur les sites de vente ou sinon allez sur les pages Facebook des auteurs, parce qu'en général les auteurs ont des pages Facebook. Laissez-leur vos avis sur les retours de lecture. Vraiment, c'est très important pour eux. Voilà. Et puis, vous êtes sur Parlons de livres. Si vous aimez Parlons de livres, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez le pouce et commentez. Merci à vous. On se dit à très bientôt.